The beat of the drums echoes in the pulse beat of the young braves. Salut les joueuses, salut les joueurs, je suis Paul Gara et on se retrouve pour la première émission consacrée aux jeux de rôle de cette saison 2. Et oui, la saison 2, hein. Et on en parlait avec Dédé Schutz. Et avec qui suis-je aujourd'hui à votre avis ? Mais avec Dédé Schutz. Salut Dédé. Salut Paul Gara. Oui, je suis encore là. Toujours là. Toujours là. On n'a pas réussi à me virer. Non mais attends, je m'oppose à ça. La personne qui dirige ce podcast, je lui interdis de te virer. Comme c'est moi, ça tombe bien. Ou alors c'est Manaya peut-être en fait. Je pense que c'est Manaya qui dirige le podcast. Et là, actuellement, écoute, elle participe un peu à cet enregistrement parce qu'elle dort à côté de moi sur la petite couverture que je lui ai installée sur mon imprimante. On peut imprimer, mais on peut plus scanner du coup, puisque forcément elle est couchée sur le scan. Écoute, peut-être qu'elle nous fera un ronron et qu'on l'entendra en bruit de fond, je ne sais pas. Peut-être qu'elle nous parlera des jeux de rôle auxquels elle a joué. Ouais, peut-être qu'elle nous parlera de jeux dans lesquels on joue à des chats, qui sait. Est-ce que là on va faire un peu pour la reprise, hein, on y va cool. On va pas avoir forcément un thème particulier, on va revenir un peu sur ce à quoi on a joué, les news et tout. On démarque très très calmement. Alors on s'est vu cet été mais on n'a même pas joué ensemble. Non, on a bu. Bon, oui, et on n'a même pas parlé de jeux de rôle parce que non, même pas. Voilà, je voulais garder la surprise et mon étonnement de savoir à quoi tu avais joué cet été. Ouais. Pour le podcast. Vous voyez les auditeurs comme je suis sympa avec vous. Ouais, tu réfrènes ta curiosité et pour qu'on ait la primeur dans l'émission. Alors on va commencer un peu par les news, achats, voilà les jeux qu'on a repérés. Alors tout d'abord, j'ai un message personnel, ça va, vous allez un peu rigoler. Je ne retrouve plus mon chronique d'un vampire millénaire. Voilà, j'ai fouillé partout chez moi parce que je voulais l'emmener en vacances et impossible de le retrouver. Je pense que je l'ai peut-être prêté à quelqu'un, mais je n'ai pas noté à qui. J'ai demandé à quelques personnes à qui je pensais peut-être avoir prêté, mais ce ne sont pas ces personnes. Alors, si jamais la personne à qui je l'ai prêté, écoute, qu'elle se manifeste parce que c'est pas que je veux le récupérer absolument, c'est juste que je voudrais savoir où il est. Et si en fait je l'ai juste perdu, c'est très très con, mais voilà. Je m'en veux un peu parce que je perds rarement mes affaires, donc je suis un peu triste. Donc voilà, voilà, c'était le petit appel. L'appel est lancé. Alors moi je ne l'ai pas. C'est pas moi. Tu ne l'as pas, c'est pas toi. Non, peut-être que c'est Manaya, mais bon, elle n'a pas l'air de réagir. Je l'aurais retrouvée quand même. Elle vit dans la même maison que moi. Ouais, donc ça. Ah là là. On va commencer par un article sur un jeu de rôle qui parle de patriarcat. C'est un sujet qui nous tient à cœur, hein, vous le savez. C'est pas pour rien qu'ici on dit les joueuses d'abord. Notamment qui parle d'un jeu de rôle qui s'appelle The Watch, qui est un jeu de rôle low fantasy qui va mettre en scène en fait des personnages féminins qui se battent pour reprendre à l'ombre leur patrie. Et donc l'ombre, dans le jeu, c'est une sorte de menace avec de la sorcellerie et c'est un pouvoir qui possède des hommes et qui les utilise pour notamment pour ses propres objectifs, qui sont souvent des objectifs violents. Et donc en fait, je vous invite vraiment à aller lire l'article. On mettra le lien dans le billet parce qu'en fait dans le jeu, quand les joueurs ou joueuses ont des sortes selon les actions qu'ils vont proposer, si c'est des actions typiquement, on va dire, très teintées de masculinisme, ils vont prendre des points d'ombre, si j'ai bien compris en fait. Donc une forme de corruption en fait pour essayer de faire comprendre en quoi les comportements peuvent être des comportements issus du patriarcat. Typiquement, je sais pas moi, ils vont se battre avec quelqu'un, ils rencontrent quelqu'un et puis ils vont se battre. Ça c'est typiquement une façon de régler les conflits qui est, on va dire, assez masculiniste. Et donc voilà, l'idée c'est un peu de par le jeu de pointer sur ces types de comportements. C'est un jeu qui utilise le PBTA aussi, voilà, pour le dire. Et je trouve que c'était assez intéressant, en fait, la façon dont, par le système de jeu, on essaye de faire prendre conscience aux joueurs et joueuses de certains comportements qui sont complètement intégrés dans notre façon de voir le monde et qui pourtant ont une résonance et résultent d'une société patriarcale. C'est marrant parce que je l'avais pris aussi celui-là, j'avais pris en note aussi. Et oui, alors vous pouvez l'acheter alors en anglais pour, je crois que c'est $22. Ouais. Donc bon, c'est en anglais, mais voilà, oui, c'est vrai que ça fait, voilà, c'est pour repenser
la manière de penser notre monde via un monde, un monde de fantaisie. Ouais, et puis donc c'est l'autrice c'est l'article de l'autrice alors qui revient dessus. J'essaie de retrouver son nom au passage, ce serait pas mal quand même. Qu'est-ce que t'en penses de retrouver le nom de l'autrice? Ash Kreider. Ash Kreider. Et Andrew Medeiros, j'ai dans le... Ouais, alors je le dis aussi, il y a un témoignage en fait, parce qu'en fait, postérieurement à l'article sur le jeu et à la création du jeu, elle publie aussi son témoignage sur sa relation avec son co-auteur, qui était une relation très compliquée. Donc ça reste un témoignage, mais voilà, je vous encourage aussi à lire son témoignage, puisque apparemment son co-auteur n'a pas toujours a eu aussi un comportement assez toxique avec elle. C'est un peu, il y a des moments c'est un peu dur à lire parfois, donc je vous préviens, mais ça peut être éclairant sur des façons de manipulation et puis d'installation d'une relation toxique. Bon, c'était moins joyeux là tout de suite. Toi, tu vas nous parler d'un truc plus cool, Dédé ? Oui, moi je vais vous parler d'un truc plus cool. C'est l'extension de Colosse là. Ouais. Et elle arrive en français. Elle arrive mi-septembre, donc bientôt quand vous aurez ça dans les oreilles. Et pour 25 €, vous pourrez avoir plus d'informations sur le monde de Colosse. Ouais, toi t'avais vraiment bien aimé, hein ? Moi j'avais bien aimé et alors j'avais un peu laissé en plan, mais je pense que je vais peut-être relancer. On en reparlera un peu un peu plus tard. Un peu plus tard. Ouais. Et mais ouais, je pense que je vais me laisser tenter par cette extension. En plus, les livres, voilà, c'est des beaux livres pour format BD franco-belge. Donc voilà, c'est une belle couverture cartonnée. Les illustrations sont vraiment sympas et moi j'aime bien j'aime bien l'ambiance. Et tu voulais aussi nous parler d'Achtung Cthulhu, dont on avait déjà discuté dans une précédente émission. Oui, Achtung Cthulhu, on en a déjà parlé. Et alors tu m'as mis dans le conducteur un titre assez quand même prometteur. Oui. Jouer la 7e compagnie dans Achtung Cthulhu. Donc là, tu vois, j'ai une vision un peu. Ça a fait un peu boop dans ma tête. Je me suis dit mais quoi donc ? Qu'est-ce qu'il me raconte ? En fait, c'est pour pouvoir rejouer alors les personnages de la 7e compagnie, donc tous les personnages bien connus de le soldat Pithiviers et tout ça. J'ai glissé, chef. Mais dans Achtung Cthulhu, donc jouer à Achtung Cthulhu, mais avec les personnages du film. Et en fait, c'est le blog Script, alors avec 3 i, script.com, donc script.com, qui a fait ça pour pendant les vacances, des personnages de films, leurs fiches de personnages pour pouvoir jouer à différents jeux. Et je me suis dit que la 7e compagnie qui fait du Cthulhu, ça c'est vraiment inattendu et ça doit être marrant à jouer. Oui, alors du coup je pense que c'est à la fois tu le joues très comique et un très second degré, voire 3e degré peut-être. Bon, moi je confesse que je suis pas une grande fan de la 7e compagnie, voilà, je l'ai vu quand même une fois, mais ça m'avait pas laissé un souvenir impérissable comme film. Ouais, moi aussi je l'ai vu, j'ai dû le voir 1 ou 2 fois pour la culture, mais je suis pas un de ces habitués qui tous les étés attendent la rediffusion à la télé pour regarder la 7e compagnie. Toi, c'est quoi ton film de comique préféré, tiens ? Mon film comique préféré. C'est le moment confession. Moi, j'aime bien la Cité de la peur. C'est vraiment un truc que j'ai regardé plusieurs fois et qui toujours... Qui marche toujours avec toi ? Ça marche toujours, quoi. Ou l'humour absurde des y a-t-il un pilote dans l'avion ? Ça fait longtemps que j'ai pu regarder, mais... Ah, ouais. Et toi ? Est-ce qu'il y a un film comique ? Alors, moi, je suis grande fan des Monty Python.
Voilà, ça me fait toujours mourir de rire. Et en fait, de mon film comique préféré, c'est Créatures féroces. Donc, qui n'est pas un film à proprement parler des Monty Python, mais il y a une partie des Monty Python qui est dedans. Il y a John Cleese et Michael Palin. Et ça reprend la même équipe que dans Un poisson nommé Vanda, qui est très très drôle aussi. Mais Créatures féroces, vraiment, je l'ai vu je sais pas combien de fois et j'arrive à rire avec autant vraiment d'enthousiasme sur certaines scènes que pourtant je connais par cœur et je ris toujours autant. C'est fou rire garanti, quoi. Voilà, la scène du coup de téléphone, par exemple, si vous regardez le film. Moi, j'en pleure de rire, quoi. Et voilà, je vous conseille. Moi, je crois pas l'avoir vu celui-là. Faut que voilà. Ah bah vraiment, faut que tu vois. Et en plus, une fois que tu l'auras vu, tu ne pourras plus jamais jouer à Ark Nova de la même manière. Moi, quand je joue, parce que ça se passe dans un zoo, et donc à chaque fois que je joue à Ark Nova, je pense à ce film et je revois certaines scènes du film et vraiment, ça me fait mourir de rire, quoi. Parce qu'il y a des cartes en plus qui font écho à des trucs du film. C'est totalement involontaire, bien sûr, mais moi, j'analyse les cartes. Du coup, j'analyse les cartes sous le prisme du film et du coup, Ark Nova devient vachement plus drôle. Ah bah, j'imagine. Bah, je vais regarder parce que j'avais bien aimé Un poisson nommé Vanda, donc je vais peut-être aller. Ah, mais Un poisson nommé Vanda, c'est aussi très 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 drôle, quoi. Il y a des passages à mourir de rire, quoi. Dans les achats, moi j'ai acheté Arceus Adventure, donc qui est un jeu proposé par Rafio Fringant. Dans lequel en fait, alors c'est une sorte un peu de Indiana Jones-like, pour vraiment résumer très rapidement, mais on va jouer dans les années 30, on joue plutôt des baroudeurs, explorateurs, enfin voilà, un peu la version, pas la version prof d'université à proprement parler, mais plus la version aventurier de Indiana Jones. Et effectivement, on a comme antagoniste les Grabraubers, qui est une unité du Troisième Reich. Donc voilà, on va pouvoir castagner du nazi. Ce qui rappelle toujours une bonne chose, on ne le dit jamais assez. Et il y a aussi des créatures, c'est très pulp. Le jeu est très chouette, en plus avec des visuels qui font vraiment, qui emmènent tout de suite dans l'univers. Et voilà, j'ai récupéré ça et j'ai hâte de m'y plonger pour potentiellement qu'on y joue parmi toute la pile de jeux auxquels on doit jouer ensemble. Hein. Donc voilà, je mets pareil. Je crois qu'on peut récupérer. Il y a un PDF qu'on peut avoir gratuitement et après on peut aussi donner. On met son prix. Tu sais, c'est le système de mettre son prix. Et voilà, je vous encourage toujours, même si c'est gratuit, à mettre quelque chose parce que pour l'auteur, c'est tout à fait normal que il puisse être rémunéré sur son travail. Et toi, qu'est-ce que tu as acheté ? Moi, j'ai acheté Lignée Royale. J'en avais parlé lors d'un épisode précédent que je l'avais repéré. Et finalement, je l'ai acheté. Ouais. Et pour faire une belle transition avec nos jeux de l'été, j'y ai joué. T'as même fait un live Twitch. Voilà, et j'y ai joué en live Twitch. J'ai fait pour le moment 2 live Twitch pour faire ta lignée, ma lignée, voilà, de l'arbre généalogique de cette famille qui commence avec Padrègue le diplomate et qui continue avec Adèle la pieuse et Philémone la tyranne. Voilà, on a fait tyranne, carrément. Ouais, tyranne. Alors j'ai appris donc le féminin de tyran à cette occasion. Ça n'existe pas. Mais oui, techniquement, ça n'existe pas. Mais parce qu'en fait, dans le principe, on va donc choisir on choisit un roi, donc on choisit son nom, et ensuite, c'est toujours avec le système de table aléatoire, on va choisir aléatoirement son sobriquet. Voilà, donc le diplomate, ça peut être le conquérant, le redoutable, le tyran. Le fourbe, le sournois. Voilà, ou le fourbe. Et en fait, après, on va tirer des événements aléatoires sur une table et on va devoir raconter l'histoire de ces événements vus par le prisme et voir des fois avec des questions voilà, vous dites qu'est-ce que vous allez faire, vous vous rendez compte que votre héritier il a prêté allégeance à un noble d'une nation ennemie, qu'est-ce que vous allez faire, autant te dire que Philémone la tyranne ça déclare la guerre. L'enfant, hop, on l'a barré de l'arbre généalogique, il est mort. C'est bon, quoi. Ça, il va pas par 4 chemins, quoi. Et ouais, je trouve ça sympa. Comme on m'a dit, c'est Monsieur Quantum, qui est un de nos auditeurs, qui était en live, qui m'a dit que ça lui faisait un peu penser à Reigns, le jeu vidéo. Oui. Voilà, où il t'arrive des trucs et tu dois dire.
Tu dois prendre des décisions, en fait, ouais. Tu dois prendre des décisions et en fait... qui est vraiment cool, en plus, comme jeu, ouais. Bon, là, il y a moins d'incidence sur tes décisions, mais quand même, voilà, à chaque fois, on rajoute du lore et au final, voilà, tout s'enchaîne et tu arrives à toujours trouver des connexions. C'est assez ouvert pour que tu arrives à trouver des connexions avec ce que tu avais déjà fait, avec voilà, la mine du grand-père qui est épuisée maintenant et donc ça apporte il y a des soucis et tout ça. Donc c'est vraiment sympa. Et puis après, voilà, alors c'est à l'inverse de ce qu'on fait historiquement. Donc historiquement, le roi fait ses actions et ensuite on lui donne le surnom en fonction de ce qu'il a fait. Mais là c'est l'inverse parce que c'est le contraire. C'est voilà, donc t'as machin, le diplomate, et voilà, c'est ta feuille de perso, t'as virgule, ton prénom, virgule, le diplomate. Donc vas-y, après tu... Voilà, donc c'est assez ouvert comme truc, mais voilà, ça peut donner entre le diplomate et le tyran, ils feront peut-être pas les mêmes choix. Les mêmes choix. Voilà. Moi, je propose qu'on se rebaptise comme ça, tu vois. Par exemple, je sais pas, moi, je dirais Dédé Schütz le plaisantin. T'es obligé de faire des blagues tout le temps maintenant. Bon, comme ça va, c'est bien, c'est pas trop roleplay, tu devrais t'en sortir. Ou alors tu me donnes un dé de 6 plus un dé de 6 et je te donne ton sobriquet qui serait dans le manuel. Ah, mais je vais faire ça, alors attends, je sors mes dés de 6, bougez pas. 2 dés de 6, un pour les dizaines, un pour les unités. Il y a une cascade de haut vol, j'ouvre un sachet, je prends mes 2 dés, donc je prends mes 2 dés de 6 et je lance et je te donne le résultat, c'est ça? Ouais, tu m'en donnes un pour les unités et un pour les dizaines. Ben, je te donne 21. Alors, 21. Alors, non, qu'est-ce que ça va être? Alors, 21, c'est l'ivrogne. Non, c'est une blague. Je refuse. Ce truc est truqué. Non, tu déconnes. Non. Ça, c'est parce que j'ai passé mon été à boire des sprints. Ben voilà, c'est ça. Bon, non, je refuse. Je refais. Allez, on roll back. 34. Alors, 34. Le bâtisseur. Je vais refaire jusqu'à ce que ça me plaise. Le bâtisseur, c'est pas mal. La bâtisseuse de podcast. Mais voilà, oui, la bâtisseuse de l'empire du podcast. Bon, ok. On va dire que l'ivrogne, c'était avant. C'était la partie... quand il n'y avait plus de podcast, c'était cet été... à boire des spritz au bar de l'hôtel. Et après, le 34, c'est pour le futur. C'est tout à fait ça. C'est la lignée continue. Putain, mais l'ivrogne, quoi. C'est pas possible. Tu l'as fait exprès. Je te crois pas. Je soupçonne de la triche là-dedans. Je t'enverrai la photo. On pourra mettre la photo dans le billet avec... La preuve. La preuve que t'as pas triché, quoi. Mais vraiment. Et donc, on encourage les auditeurs à venir. Je vais mettre un petit mot sur le Discord. Oui. Et je pense on va continuer. Je vais essayer une fois par semaine. Et alors, cette expérience Twitch, là, c'était bien? Ça t'a plu ou pas? Oui, c'est sympa, en fait, voilà, d'avoir des gens. Et puis voilà, si vous venez les gens qui proposent. 3000 personnes, c'est ça qui te suivait? Ouais, on était deux personnes. mais c'est toujours sympa. Voilà, c'est pour lancer le truc. J'ai une petite chaîne, j'ai 25 abonnés. Bah ouais, mais toi, t'as lancé ça pendant que j'étais en vacances et je ne pouvais pas regarder. Alors, forcément. Alors, il y a les replays, mais voilà, je pense que je continuerai là en septembre. Cool. Je vais essayer une fois par semaine d'avancer. Comme ça, après, tu pourras nous faire un débrief. Enfin, on pourra faire un thème sur faire du Twitch jeu de rôle. Qu'est-ce que... Ouais. Après, voilà, quand t'es le jeu de rôle solo, je trouve, en Twitch, ça marche bien parce que chacun peut proposer un peu des idées. Ça rapporte un peu plus de créativité, mais c'est quand même... Oui, et il y a un peu plus d'interaction avec les personnes qui suivent l'émission en même temps, quoi. Voilà, il me propose, notamment avec Lignée Royale, ce qui est bien, c'est qu'en fait, c'est une époque médiévale, donc les gens font plein d'enfants. Donc, il faut plein de noms pour truc. Donc, les gens peuvent proposer leur nom, notamment Adèle. On a eu quelqu'un qui a proposé Adèle pour pouvoir attendre la fois suivante où elle est morte pour qu'on puisse faire le jeu de mots. Elle est morte Adèle. Oh putain. Là, j'ai bien choisi Dédé Schütz le plaisantin, tiens. Ouais, c'est ça. Ok,
Ok, bon bah écoute, c'est cool. On va Voilà. suivre tes aventures sur Twitch alors. Voilà, je ferai ça et peut-être que... Et j'espère pouvoir venir regarder ça la prochaine fois. Hein. Ouais. Et donc refaire un peu de lignée royale et peut-être qu'après je ferai du Colosse là, justement pour avec l'extension voir un peu. Je t'aurais bien dit que moi j'aurais fait du Chronique d'un vampire millénaire, mais vu que j'ai plus le livre, ça va être compliqué. Donc voilà, bon, écoutez, ça me contrarie beaucoup cette perte. Hein. Je vous cache pas que je le vis pas très bien. On parle des jeux auxquels on a joué maintenant ? Ah bah oui, moi je t'ai dit à peu près tout ce que j'ai fait. Alors. Si, on va parler d'un jeu auquel on a joué ensemble cet été. On ne reparle pas de Donjons et Dragons parce qu'on en parlera en détail quand on aura fini la mini-campagne ou la campagne et on parlera plus en détail. Ouais. Mais cet été, on a eu la chance de jouer à un jeu dont on avait parlé dans les news. C'est The Haste, donc le jeu de Théo Rivière et Gabriel Durnerin. Et en plus, on a eu l'immense honneur d'avoir Gabriel qui était notre MJ. Ouais, qui s'est proposé de nous faire jouer. Ouais, on a joué avec bien sûr nos compères habituels qui sont Elodie et Mad. Et je pense qu'on a tous et toutes adoré le jeu, vraiment. Moi, je l'avais dit, je suis pas une grande fan sur le papier des films de casse. Enfin, tu vois, c'est pas un truc qui me fait particulièrement vibrer. Mais alors là, c'était exceptionnel parce que on est quand même une équipe de super pros. Donc, je dis pas que tout est possible, mais presque. Ce qui fait que ça nous laisse énormément de liberté pour créer des trucs un peu fous. Et j'ai beaucoup aimé aussi le système de résolution. Parce qu'en fait, je pense qu'idéalement, il faut jouer à 4 joueuses. Pourquoi ? Parce qu'on va on va toujours incarner en fait une couleur de carte. Donc nous on avait cœur, carreau. Alors moi j'étais carreau, Mad était cœur, toi tu étais pique et Elodie était trèfle, je crois. Et en fait chaque couleur de carte représente un archétype. Donc cœur c'est un peu le George Clooney de la bande, donc tchatcheur, beaucoup de charisme, d'aplomb et tout. Pique, c'est celui qui est super discret, qui arrive à se faire à passer sans qu'on le repère et tout. Trèfle, c'est un peu le geek spécialiste de tout ce qui est technique. Et Caro, c'est le gros bras, qui est aussi chauffeur et tout. Là aussi, l'archétype, voilà, c'est on a une couleur, on a un archétype et les personnages sont assez vite mis en place, quoi. Et en fait, on va avoir donc le paquet de cartes associé à notre couleur. Le MJ a aussi un paquet de cartes. Et en fait, on doit battre sa valeur en fait pour réussir une action, mais on ne la connaît pas. Donc, il y a une forme de stop ou encore parce que on va donc tirer une carte et on dit si on tire une carte supplémentaire à chaque fois si on estime qu'on va battre la valeur du MJ, quoi, en fait, pour réussir les actions. Et si on fait 21, on a la possibilité de reprendre notre deck, c'est ça. Parce qu'en fait, les cartes qu'on a piochées, ça fait comme une défausse. Et puis, si on arrive à la fin de notre paquet, on arrive à la fin de notre paquet. Donc, il faut bien choisir à quel moment on fait, quelles actions on veut impérativement réussir. Et ça, j'ai trouvé ça génial parce que ça permet vraiment. Il y a une forme d'aléa, mais ça permet de beaucoup la contrôler et ça permet aussi vraiment d'être sûr ou pas, enfin de réussir nos actions quand on estime qu'on en a vraiment besoin. Donc ça laisse beaucoup plus de place, je trouve, à l'implication du joueur ou de la joueuse dans la réussite. Ouais, c'est pas il y a une porte, tu fais ton jet de dés, tu l'as raté, t'es devant la porte comme un couillon. Alors d'autant plus si tu fais un vol, c'est un peu mal barré quoi, si déjà t'arrives pas à ouvrir une porte. Mais là tu peux dire non, alors cette porte faut absolument qu'on l'ouvre parce que c'est la porte du coffre-fort. Et alors tu peux sortir plusieurs cartes pour être sûr de réussir. Mais c'est toutes ces cartes-là que tu n'auras pas après pour t'enfuir au final, quoi. Ouais, donc c'est un bon dosage. Et puis, il y a aussi un élément que j'ai trouvé super. C'est que dans le jeu, en fait, en gros, ça se découpe en 3 phases. La phase de repérage, la phase où on élabore notre plan et la phase du plan lui-même. Donc, les 2 phases, la phase de repérage et la phase du plan se jouent comme des parties de jeu de rôle classiques. Mais la phase, on prépare notre plan. C'est une phase qui se fait en temps réel. On a exactement 30 minutes pour décider du plan qu'on décide de faire. Et on a une sorte de crédit, en fait, d'argent.
Et si on veut du matériel spécial ou des choses spéciales, bah ça va nous coûter de l'argent. Puis il faut faire des choix aussi sur comment on dépense cet argent. Et ça, j'ai trouvé ça top parce que parfois, dans les jeux de rôle, il est vrai que toutes ces phases où on élabore des stratégies peuvent durer très 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 longtemps, beaucoup trop longtemps. Durer une séance parfois. Voilà, avec beaucoup d'atermoiements, de retours et en arrière, ce qui fait que souvent même on arrive à la fin où on sait plus trop sur quoi on s'est mis d'accord parce qu'on a trop élaboré de choses. Et j'ai trouvé que là, avec le système du temps réel et le système des dépenses, on voit bien ce qu'on a dépensé, ce qu'on a acheté. En fait, ça oblige à être super efficace et beaucoup plus d'être dans aussi de la conciliation avec les autres. En fait, je trouve que ça sert vraiment le groupe, en fait, l'alchimie dans le groupe, parce que ça t'oblige à ne pas détailler, enfin, ne pas être centré sur ta proposition à toi, mais de vraiment concilier les propositions de tout le monde, quoi. Ouais, un petit sentiment d'urgence de dire bon, maintenant faut qu'on arrive, on va à l'essentiel. Hein. Au bout d'un moment, on se dit bon là, on n'a plus beaucoup de temps. Alors qu'est-ce qu'on fait de ces derniers sous Ouais. Hop, faut qu'on tranche vite et donc voilà, ça tranche. C'est un peu plus facile de trancher parce que voilà, on peut plus. Oui, voilà, il faut bien prendre des décisions. Les autres sont plus. Voilà, t'es plus vite. Tu dis bon, ok, on va faire comme tu dis parce que j'ai pas de meilleure idée là sous le coup et qu'il faut qu'on fasse quelque chose, quoi. Donc à un moment donné, ça permet d'avancer. Ouais. Et puis pour les gens qui sont impatients comme moi je le suis, c'est parfait parce que parfois moi j'avoue que j'ai déjà eu des cas où il y avait des discussions à n'en plus finir et où moi au bout d'un moment ça me saoule et je finis par laisser tomber parce que j'en ai marre en fait j'en ai marre des discussions qui tournent un peu en boucle et je trouve qu'avec ce système-là ce n'est pas le cas et ça c'est vraiment un plus du jeu aussi, quoi. Et puis forcément avec un des auteurs comme MJ, c'était vraiment canon, quoi. Parce qu'il maîtrisait bien son jeu. Hein. Ouais, bravo. Non, mais on le remercie encore énormément. C'était vraiment un plaisir. Et je pense qu'on était tous et toutes conquises en sortant de la partie. On a bien sûr réussi haut la main. Bien sûr. Se casse. Bon. En vrai, quand tu revois ce qu'on a fait, je suis pas sûre que ça marchait aussi bien, mais et je pense qu'on va y rejouer parce que il y a une personne parmi nous qui a vraiment qui a précommandé le jeu, donc je pense qu'on va y rejouer. Ça, c'était un peu donc on avait joué à ça en début d'été, enfin de vacances, quand je dis vacances, c'est juillet-août, mais on n'a pas été en vacances sur toute cette période. Après, moi, j'ai joué pas mal parce que je suis partie une semaine en vacances jeux de rôle. Ah. Voilà. Ça a l'air cool, ça. Ah, voilà. Et donc là, on joue 1 à 2 parties par jour. Donc, autant dire qu'il y a un rythme effréné. Donc, je vais rapidement parler un peu des jeux auxquels j'ai joué, de ceux que j'ai aimés ou pas aimés, de ce qui a marché ou pas. Alors, tout d'abord, j'ai joué à l'Empire des Cerisiers. Je pense que tu vois ce que c'est. C'est un jeu qui est sorti chez Arcane Asylum. Un jeu de Olivier Sanfilippo. Qui l'illustre lui-même, me semble-t-il. Oui, c'est bien ça. Donc, c'est un jeu dans un univers japonisant. Voilà, un jeu de rôle médiéval fantastique. Donc, on est dans un archipel fictif. Et c'est un mélange... ça reprend les légendes, les divinités, les kami. Il y a un aspect assez héroïque et aussi un aspect poétique et onirique. Voilà. Donc, écoute, alors là clairement, je sais pas, je pense pas que le scénario était un scénario proposé par le jeu en lui-même. Je pense que c'était un scénario revu et corrigé. Moi, j'ai pas eu du tout eu le coup de cœur en fait. Et je vais dire pourquoi, parce qu'en fait. Au début, l'intrigue était assez intéressante, mais on a eu un moment dans le jeu où on devait résoudre une énigme. Je ne sais pas si cette énigme, elle a été proposée par le MJ ou si elle est proposée dans le scénario dont il s'est inspiré pour le jeu. Sauf que l'énigme, en fait, c'est une énigme sur laquelle on a énormément buté. C'est le genre d'énigme très facile où tu passes complètement à côté parce que tu vas te compliquer la vie inutilement. Et en fait, on a passé au moins 3/4 d'heure, si ce n'est 1 heure dessus. Et quand il est minuit, tu vois, et que t'as déjà pas beaucoup dormi la veille, tu te sens... Enfin, c'est atroce, quoi. Enfin, moi, j'ai eu un sentiment vraiment, mais vraiment d'échec absolu.
En plus, on a fait des propositions, mais aussi, au lieu de lister les propositions qu'on a faites, parce qu'en fait, on a proposé genre tous les blancs, et en fait, il aurait fallu proposer genre tous les noirs, et en fait, en le faisant vite, en fait, on n'a pas vu ce qu'on n'avait pas proposé, on est passé à côté comme ça. Et en fait, je me suis dit, quand tu proposes des énigmes dans les jeux de rôle, c'est vraiment violent si les joueurs et les joueuses patinent. Parce que parfois, c'est pas qu'ils sont nuls ou bêtes, c'est juste que les énigmes, on raisonne pas tous pareil. Et puis, tu peux avoir le cas, comme je disais, où tu penses l'avoir proposé, mais en fait, tu l'as pas fait. Et je me disais qu'il vaut peut-être mieux qu'il n'y ait pas de réponse absolue, mais que tu laisses les joueurs et joueuses faire plusieurs propositions. Et peut-être que genre à la troisième, une qui paraît cohérente, tu la valides pour qu'ils aient quand même le sentiment un peu d'adversité, mais qu'ils soient pas ce côté, parce que je sais pas, nous on a dû faire 12 propositions possibles, quoi. Bon, à un moment, j'ai proposé qu'on foute le feu, parce que j'en avais ras-le-bol. Solution classique, Paul Gara. Allez hop, on fout le feu. Voilà. Ça suffit maintenant, on va arrêter les conneries. Et du coup, ça m'a vraiment un peu entaché la partie, le plaisir de la partie. Donc, je dis pas que j'y rejouerai pas, mais j'ai vraiment un sentiment en demi-teinte, quoi, sur le jeu, sur ma partie en tout cas. Ouais, c'est souvent les énigmes, ça peut vite tourner escape game, quoi, s'il y a trop de trucs, et c'est soit tu l'as tout de suite, c'est un peu toujours soit tu l'as tout de suite, et alors ça, si personne ne bute dessus, tu vois, si c'est évident pour tout le monde, ça n'a pas trop d'intérêt, et si tout le monde est bloqué, ça n'a pas trop d'intérêt pour faire avancer l'histoire, quoi. Donc c'est toujours difficile de... Non, carrément, hein, ouais. Donc voilà. Puis là, c'était vraiment, à la fin, on n'en pouvait plus, tu vois, je sais pas. En plus, moi, j'avais un perso qui avait des bonus pour enquêter, pour avoir des indices. Donc moi, je refaisais mes jets, je les réussissais. Le MJ me donnait des indices. Et avec des indices, on ne trouvait toujours pas. Donc ça a été horrible. Enfin voilà, j'en ai pas un souvenir vraiment extraordinaire. Ensuite, on a joué à Cthulhu no Kami, dont on avait parlé ensemble, hein, qui est donc une transposition du mythe de Cthulhu dans l'univers, un univers japonisant, tiens donc, décidément, quoi. C'est proposé par Studio Dead Crow, je crois, ce jeu. On avait dit que c'était assez cher, parce qu'on avait parlé, on avait dit que c'était un peu cher. Alors là, quand on a joué, en fait, j'ai un peu regardé les bouquins, et je trouve que on en parlait avec la personne qui était MJ sur le jeu. Les bouquins sont pas hyper bien foutus, pas hyper pratiques à manipuler, donc ça je le dis. Voilà, c'est alors moi qui horreur de passer de devoir passer d'une page à une autre tout le temps et de chercher, parce que quand t'es un peu dans la précipitation, tu retrouves jamais rien. Donc ça, c'était il disait que les livres étaient pas forcément ultra bien conçus, mais le jeu, c'était j'ai fait une partie qui était vraiment canon et mémorable. Parce que le scénario, c'était un scénario d'enquête assez classique pour du Cthulhu. Sauf qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on n'était que 2 joueurs. Un joueur et moi. Et quand on a choisi nos personnages, moi, je prends le personnage, en fait, tu sais, du magistrat. Donc, qui est un peu l'autorité qui vient enquêter, qui a un peu le pouvoir. Et donc, le joueur avec qui je jouais prend le personnage de mon garde du corps, en gros. Hein, le gros bras. Et donc, dans le pitch, le MJ nous explique qu'on doit aller enquêter chez un daimyo qui a la réputation d'être très beau et d'avoir beaucoup de conquêtes féminines. Du coup, mon acolyte dit « finalement, je vais faire une garde du corps pour essayer de le séduire. » Et à ce moment-là, je ne sais pas pourquoi, je lui dis... alors, j'ai oublié les noms qu'on avait dans le jeu, et je lui dis « Mais attends, comment ? Ça fait 6 ans que t'es à mon service. Moi, ça fait 6 ans que je brûle d'amour pour toi. Et là, tu m'expliques que tu vas aller séduire le premier daimyo qui passe. » Du coup, il me dit « oui, mais tu m'as jamais déclaré ta flamme. Et pour moi, s'il n'y a pas de fiançailles et de mariage, rien n'est possible. » Donc, du coup, mon personnage le demande en mariage. Et on a fait toute la partie en mode un peu comédie romantique, un peu comique, tu vois. Donc on se donnait des petits noms. Donc je l'ai appelé toute la partie ma petite fleur de lotus, mon nénuphar. Enfin, c'était ma rivière argentée et tout. Ce qui fait que ça décalait complètement le roleplay était complètement en décalage par rapport à ce qu'on faisait, parce que c'était de l'enquête de Cthulhu, donc avec des trucs horribles et tout, bien dégueulasses comme d'habitude. Et ça crée vraiment... Alors, je pense que c'était rendu possible par le fait qu'on n'était que 2 joueurs et joueuses. En fait,
c'est ça qui faisait que c'était possible de le jouer comme ça. Parce que s'il y a un troisième qui voulait encore qui tient la chandelle, c'est pas terrible. Voilà, qui tient la chandelle et la chandelle pour regarder les indices de Cthulhu, et qui est dans l'ambiance horrifique, c'est moins bien, quoi. Ouais. Voilà, et de fait, ça a créé une ambiance vraiment incroyable. Pour moi, c'est une partie mémorable. Le MJ était par moments mais mort de rire. Parce que on était tout le temps dans ce roleplay un peu comique, tu vois, mais en mode comédie romantique très et c'était ça, tu dis tu pourrais presque, enfin c'est pas complètement déconnant, tu vois les personnages, en plus le personnage du magistrat qui est un peu plus fleur bleue, le personnage de la garde du corps qui est beaucoup plus direct, enfin il y avait plein de trucs comme ça, et enfin vraiment j'ai passé une partie super. Je remercie encore mon co-joueur, mon co-PJ qui s'est prêté au jeu, et ça a très bien collé, et on s'est vraiment bidonné toute la partie. Enfin, c'est une de mes meilleures expériences de roleplay récentes, quoi. Après, le jeu était sympa, enfin le scénario était sympa et tout, mais en fait le fait de jouer comme ça rendait complètement différent l'expérience, je pense aussi. Oui, je pense que ça décale le propos et le... Mais oui, c'est ce que permet aussi le jeu de rôle de jouer un peu autre chose, quoi. Oui, ouais. Et puis de jouer de la romance et tout dans un univers qui est pas prévu pour, je trouve ça aussi drôle, en fait, voilà, de l'intégrer comme ça, quoi. Ensuite, j'ai joué à un jeu qui n'est pas encore sorti, qui arrivera normalement en financement participatif au mois de novembre, qui s'appelle Les Miaulements d'Ultar. C'est un jeu de Xavier Laporte. Alors Xavier Laporte, en toute honnêteté, c'est quelqu'un qui était présent pendant ce séjour, qui est quelqu'un que je connais bien, parce que déjà je l'avais déjà rencontré l'année dernière, et j'avais déjà joué à son précédent jeu qui s'appelle The Caravan, dont j'avais parlé. Et à l'occasion, du coup, on a fait une petite interview qui sera proposée dans le podcast. Donc, dans Les Miaulements d'Ultar, l'idée, c'est qu'on incarne donc les chats de la contrée du rêve. Encore du Cthulhu, c'était thème Cthulhu ou pas forcément, vous avez fait autre chose Non, c'est thème Cthulhu, parce que l'idée, c'est vraiment de jouer des scénarios... Votre week-end, c'était thème Cthulhu non, ou pas non. Non, pas du tout. Non, c'est ni Japon. Enfin, tu joues c'est vraiment en fonction de ce que les gens ont envie de proposer, ou voilà. Et t'avais envie de beaucoup jouer à Cthulhu, alors? J'aime beaucoup Cthulhu, et puis moi j'avais surtout beaucoup envie de jouer à ce jeu parce que on incarne des chats, donc forcément moi je pense à Manaya toujours. Voilà, qui est le meilleur personnage archétype de chat du monde. Bon, je sais pas si pour le jeu de rôle elle est vraiment forte, parce que elle, sa meilleure spécialité c'est quand même la sieste, et ça t'aide pas des masses. Et dans Les Miaulements d'Ultar, on incarne des chats avec des pouvoirs très forts, qui vont aller dans le monde réel pour aider les investigateurs et investigatrices qu'on incarne en principe dans Cthulhu, tu vois. Donc il y a même un système pour réutiliser pour retranscrire des scénarios de Cthulhu classiques, pour les adapter avec, si t'as envie de le faire en homemade, pour l'incarner avec les chats. Donc tu choisis donc ta race de chat, t'as des compétences et tout. Et quand tu utilises tes pouvoirs magiques, comme t'es un chat, en principe t'es assez faible, tu peux pas faire grand chose. Mais du coup, quand tu utilises tes pouvoirs magiques, t'es très très fort. Là, pour le coup, t'as des méga bonus qui font que, en général, tu réussis les actions. Sauf que tu dépenses tes points de magie, et tes points de magie, ils se rechargent pas. Imaginons que je fasse une réussite avec, je dis n'importe quoi, 73. Et en fait, on prend l'unité, ça va me consommer des points de magie. Si je fais 78, c'est 8 points de magie qui passent. Et tes points de magie, au fur et à mesure de l'aventure, t'es obligé d'utiliser ta magie si tu veux faire des choses puissantes. Sauf que ça te consomme des points, et quand t'arrives à la fin de la partie et que t'es devant le boss final, tu commences à avoir le stress de plus avoir assez de points de magie pour réussir tes actions, quoi. Parce que tu sais que si tu ne peux plus utiliser tes actions magiques, t'es un chat comme un autre, et du coup, forcément, t'es beaucoup moins puissant, quoi. Le jeu, c'est une ambiance que tu peux jouer de façon sérieuse, peut-être plus horrifique et plus classique. Tu peux aussi jouer de façon très pulp, avec les chats sont très badass quand ils utilisent leur pouvoir magique. Il y a beaucoup d'ellipses sur les trucs chiants que tu pourrais rencontrer, par exemple pour un chat, comme traverser une ville. En vrai, c'est compliqué. On va considérer que ça va aller plus vite. Nous, on a joué sous l'angle pulp, qui est beaucoup plus rigolo, hein, on va pas se mentir. Et c'était vraiment vraiment génial. Et il y a un autre truc qui était très bien. Moi, j'aime pas beaucoup les combats, tu le sais, dans les jeux de rôle. Je trouve que c'est vite... j'aime mieux quand on fait des combats avec des ellipses,
parce que je trouve que les combats peuvent vite devenir laborieux et c'est des successions de jets de dés et d'initiatives et c'est pas toujours très dynamique finalement à jouer. Là, si tu veux, en fait, le MJ, donc c'était Xavier, hein, lui qui maîtrisait, il a posé un dé de 6 donc sur la face 6 et à chaque tour de jeu, il retournait quoi. Donc en fait, on savait qu'on avait 6 tours pour pouvoir l'emporter contre le boss final. Et comme nous on voit ta second tour plus tes points de magie qui descendent, ça crée un sentiment vraiment de stress qui est hyper puissant, qui fait que tu ne te t'as aucun moment tu sors du combat parce que c'est long ou pas. Au contraire, tu sais déjà combien de tours va y avoir. Tu sais que si t'as pas si t'as pas réussi à l'emporter à la fin du 6e tour, tu sais que tu vas en prendre plein la gueule. Et en plus, ce qu'il faisait, et je pense que c'est une super bonne idée, c'est que on jouait nos actions de combat tous en même temps. C'est-à-dire que on faisait nos lancers de dés en même temps, on voyait si on avait échoué ou pas, et après on faisait juste la résolution en fonction de ce qui était logique dans l'ordre, dans l'ordre. Mais ça évitait que je lance mes dés, on regarde ce que j'ai fait, je résous, puis machin, lancer des dés, t'avais moins ce côté qui coupe un peu la narration finalement. Et c'est un jeu qui est très narratif. Hein. Il y a peu de choses écrites dans le scénario. Il y a des pistes en fait. Tu vois, c'est plutôt c'est presque même des bullet points sur certains aspects quoi. Et puis voilà, il y a plein d'idées. Le podcast devrait sortir, je pense, en novembre. Je vous invite à aller écouter parce que Xavier il a plein d'idées aussi de mise en scène qui sont hyper intéressantes. Tu vois, qui reprend aussi de jeux, par exemple, de dire quand on démarre la partie, de dire au lieu de dire allez, bon alors on commence, c'est bon, tout le monde est prêt, il dit générique et là ça commence. On sait que on est dans le jeu quoi. Vraiment super chouette. Autant vous dire que bien sûr, je ferai le financement quand il sera proposé. On a hâte de jouer à un chat, bien sûr. Bien sûr. Bah, qui n'a pas envie d'incarner un chat des gens, des mauvaises personnes probablement. Oui, c'est ça. Des fans de chiens sûrement. Ouais, exactement. Ensuite, j'ai joué à Château Falkenstein. Mais avec la première édition, pas avec l'édition qui est ressortie récemment chez Lapin Marteau. Donc Château Falkenstein, c'est un univers un peu, c'est la fin du 19e, la fin du 19e, c'est le moment des grandes alliances en Europe, qui reprend des personnages un peu réels et puis il y a beaucoup de diplomatie. Il y a aussi du steampunk. C'est une ambiance un peu steampunk, un peu fantastique. L'univers est vraiment top. Là, on avait un scénario qu'on n'a pas terminé, donc je me réserve un petit peu, qui était très axé diplomatie. Bon, je pense que clairement, c'est pas fait pour moi. Je suis pas une personne. Je pourrais pas m'appeler Paul Gara diplomate, clairement. Vous pouvez relever cet attribut pour moi, c'est foutu. D'ailleurs, j'avais choisi le personnage Gros Bras puisque je faisais la hussarde, qui était là pour dégommer en cas de combat, mais pour la diplomatie, c'était pas trop mon truc. J'ai trouvé ça cool. Et il y a un truc, pour l'instant, c'est cool, malgré tout. Je sais pas trop où on va, donc on doit finir en distanciel, on en reparlera peut-être. Mais j'ai trouvé un truc énorme, que nous a expliqué le MJ et qu'il a pas repris, mais que quand on joue un personnage féminin dans ce jeu, il était prévu que les personnages féminins, quand il y avait certaines situations, devaient faire un jet de choc émotionnel. Et je me suis dit, waouh, effectivement, en 2024, il faut enlever ce genre de choses, ce n'est pas possible. Alors, j'ai pas été revérifiée, par rapport à la nouvelle édition. Je me dis, c'est atroce, quoi. Waouh. Je sais pas ce que t'en penses, mais les pauvres femmes qui tournent de l'œil quand elles voient du sang, c'est ça. Ah là là. Oui. Bon, après, c'est un jeu qui est assez ancien. C'est un jeu qui date, tu vois, qui est sorti dans les années 90, donc. La première édition française, elle est sortie en 95, donc forcément, tu te dis bon, ouf, on a progressé depuis. Mais en plus, ce qui était aberrant, c'est que moi, j'avais un personnage, donc la hussarde. Premier combat, je massacre des zombies et en même temps, je les trucide, je leur coupe la tête, je les coupe en deux et je dois faire un jet de choc émotionnel parce que je suis horrifiée de ce que j'ai fait. Ça marche absolument aucun sens, quoi. Ouais, ça marche pas. Ouais. Non, voilà. Mais non, donc j'ai hâte de finir le scénario et voilà pour en dire un peu plus peut-être le cas échéant ou avoir un avis un peu plus tranché sur la partie que j'ai faite, quoi. Et puis ensuite on a fait 2 jeux sans MJ, sans dés.
dont on avait déjà parlé, on a joué à Magie de minuit, donc qui est un jeu de momies. Magie de minuit, il y a pas de choc émotionnel dans Magie de minuit, non? C'est un peu plus. Non, pas du tout. Non, c'est un peu plus, c'est un peu plus moderne, hein, voire carrément très moderne. Je te dis, il y a pas de MJ, pas de scénario. On joue des sorcières, donc c'est un jeu de momies magiques qui est proposé par Angel Dust. On incarne des sorcières qui, alors dont le clan est menacé, ou en tout cas doit faire face à une menace ou à des événements hostiles. Et le jeu se résout avec un paquet de cartes de tarot. Donc moi je pense qu'on pourrait jouer avec un paquet de cartes de tarot classique. On parle bien du tarot de divination, hein, pas du tarot avec l'excuse, le petit et le 21. Non, c'est vraiment le tarot de Marseille, donc avec les lames, les arcanes majeures. Là, moi, quand ils avaient fait le financement, enfin la précommande, il était proposé avec un jeu qui est illustré par Ulver, qui est vraiment magnifique, et donc on va tirer les cartes et on va s'inspirer de ce qu'on voit sur les cartes, des symboles, des noms, des dessins, enfin de tout ce qu'on veut pour créer l'histoire. Et donc forcément rien n'est préparé. Et nous on a joué à 3, ça a super bien fonctionné. Les cartes se répondaient très bien par rapport à ce qu'on a créé, donc une très bonne expérience vraiment. Et toujours dans ces jeux qui proposent des expériences différentes sans MJ. Donc là on a joué à la Grive Noire de Milouche. À qui je fais un big up au passage si elle écoute, que j'avais interviewé, dont on avait beaucoup parlé. Donc dans la Grive Noire, donc ça c'est, il y a même pas de personnage, il y a même pas de PJ, puisqu'en fait on incarne des décors, des éléments du décor dans une ambiance qui est un peu rurale, début du 20e. Et un peu paysanne. Alors ça peut être un peu dark, l'ambiance peut être dark, peut être un peu fantasy, mais pas forcément, ça peut être aussi plus réaliste. Et là pareil, là on a joué à 4 et ça a super bien marché. On savait pas dans quoi c'est des jeux où quand tu démarres, hein, que ce soit Magie de minuit ou la Grive Noire, tu sais pas trop dans quoi tu t'embarques. T'as toujours un petit moment où tu dis va falloir plonger. Et puis voir où ça nous mène sans trop se poser de questions. Et là franchement pareil, ça on a beaucoup apprécié la partie. On se dit qu'avec une partie dans les pattes on serait encore plus c'est pas efficace, mais peut-être on saurait mieux comment driver le jeu forcément. On a aussi l'impression que c'est bien de jouer avec des joueurs et joueuses différentes à chaque partie, pour éviter qu'il y ait des redites peut-être. Enfin, c'est toujours la difficulté, quoi. Mais on a tous les 4 énormément apprécié également l'expérience, et de jouer les décors, c'est vraiment cool. En fait, ça t'apporte vraiment autre chose. Ouais, ça change le point de vue, quoi. Ça change complètement le point de vue, et en vrai, on crée on a vraiment créé une histoire cohérente. C'est fou, quoi. Enfin, en très peu de temps, parce que c'est pas des parties de 3-4 heures, parce que c'est très intense, hein. Ce sont des jeux qui demandent beaucoup plus d'investissement, puisque t'as aucun moment de pause, on est tout le temps tous très actifs, on doit vraiment écouter les autres pour pouvoir ensuite réutiliser ce qui a été dit ou pas, mais vraiment 2 expériences extra, et hâte d'y rejouer maintenant que j'ai déjà fait une partie, en fait. Tu vois, si tu vois un peu l'idée. Ouais, maintenant que tu vois un peu où ça va, ça te permet d'explorer. Oui. T'es plus à l'aise pour explorer d'autres lieux, quoi. Ouais, tout à fait. Et vraiment, très 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 heureuse de ces 2 expériences. Les groupes de 3 qui a joué à Magie de minuit, on a joué aussi ensemble à la Grive Noire, plus pour la Grive Noire une 4e personne. Et vraiment, on était vraiment enthousiaste, quoi, sur ce qui s'était passé, sur l'expérience, quoi. Voilà. Donc ça, c'était un peu le retour sur cette semaine de vacances. C'est bien chargé en jeu, hein. C'est toujours sympa si on peut faire une semaine. Ouais, ça permet quand même de. En fait, c'est comme c'est dédié, t'as pas de problématique de logistique que t'as habituellement quand tu veux organiser du jeu de rôle, qui est quand même souvent le point le plus difficile, quoi. Voilà, les gens sont déjà là, ils sont coincés dans le chalet, et hop. Voilà, exactement, quoi. Donc, puis c'est un groupe super cool. S'il y en a qui écoutent, je leur fais plein de bisous. Mais c'était vraiment, encore, et donc je compte bien y retourner l'année prochaine.
Voilà. Je sais pas s'il y avait des trucs que tu voulais ajouter, Dédé, ou on a fait le tour de cette première émission. Ouais, pour une première émission, c'est pas mal. Ouais, c'est le retour en douceur. Hein. On se montre nos albums de vacances. Qu'est-ce qu'on a fait pendant les vacances, c'est ça? Ouais, c'est ça, voilà. Ouais, on se montre nos photos de vacances et tout. Commenter, c'est très bien. On espère que les auditrices ont pu aussi jouer faire du jeu de rôle pendant leurs vacances et l'été. Dites-nous sur le Discord ou en commentaire. Exactement. J'en profite pour rappeler que le week-end du 20 au 22 septembre, il y a le festival Drôle de jeu à Senlis, à côté de chez moi, auquel je vais participer, avec des expositions, des conférences, des tournois, des tables de jeu, mais aussi du jeu de société. Donc, si vous n'êtes pas trop loin, surtout, n'hésitez pas à passer. Ça va être, à mon avis, un super festival. Et à ce festival, vous pourrez jouer à Brindlewood Bay sur un scénario de ta création, je crois. Oui, il faut encore que je m'inscrive en tant que MJ. Je n'ai toujours pas fait, je procrastine. Parce que normalement, je dois aussi animer des tables rondes. Donc, Paul Gara, l'animatrice, tu sais, c'est... l'animatrice de la table ronde, ça fait un peu chevalière, mais ouais. Et puis, si tout va bien, on va aller à Octogone ensemble. Oui, normalement, on devrait aller à Octogone. Ouais, pour jouer aux jeux de société et puis peut-être aussi aux jeux de rôle. Hein, et on fera un débrief sur le festival. Voilà, on se retrouvera au mois d'octobre probablement sur ce programme. On a hâte. Ouais, on a hâte. Écoute, merci beaucoup Dédé pour cette première émission de la saison consacrée aux jeux de rôle. Merci à toi. Toujours un plaisir. Hein. Et pour finir, on peut vous dire qu'on se retrouve le mois prochain. Et donc, on remercie tous les auditeurs et auditrices. On se retrouve donc le mois prochain et surtout, n'oubliez pas de jouer. Oui, c'est le principal. Salut. Ciao. J'ai glissé, chef.